aura pour thème la rentrée en deuxième année de classe préparatoire. Ici, prépa ECG, mais je pense que les conseils peuvent s'appliquer à toutes sortes de prépas. Donc même si vous n'êtes pas en prépa ECG, n'hésitez pas à regarder. Cette vidéo a pour but de vous donner des clés, des conseils, des méthodes pour que vous puissiez aborder votre rentrée en deuxième année le plus sereinement possible et pour que vous puissiez mettre à profit vos 2 mois de vacances de manière à ce que ce ne soit pas que 2 mois de stress, que vous puissiez vous reposer et que vous puissiez donc arriver serein le jour de la rentrée en ayant fait tout ce que vous pouviez faire et sans vous être surmené. Disons que cette vidéo c'est un condensé de conseils et de méthodes que j'aurais aimé avoir avant d'entrer en seconde année, que j'ai découvert au fur et à mesure de ma deuxième année et que je me suis dit tiens, ça j'aurais aimé le savoir et donc je vous donne, disons, ces clés pour que vous puissiez arriver peut-être plus serein que moi et ne pas refaire les mêmes erreurs que j'ai pu faire. Tout d'abord, je voulais vous féliciter parce que vous êtes à mi-parcours de votre cursus en prépa. Vous avez fait votre première année qui est une année très difficile parce qu'on découvre l'univers de la prépa, parce que les concours sont loin. Donc l'objectif, notre carotte, peut être loin et on peut avoir envie d'abandonner, mais vous n'avez pas abandonné et ça vous pouvez en être très très fiers. Ce qui fait que, étant donné que la deuxième année est elle aussi difficile, mais d'une manière différente, il faut que vous profitiez de ces 2 mois de vacances pour vous reposer. Ça peut paraître surhumain, presque, pour certains de se reposer pendant ces 2 mois parce qu'on a envie de continuer de travailler, on n'a pas envie de perdre le rythme, on a peur de notre rentrée en deuxième année, mais je peux vous le dire que le repos est très important en première année, mais surtout en deuxième année parce que la deuxième année passe beaucoup plus vite. Disons que de septembre à décembre, ça passe un peu comme la première année, mais dès décembre, tout s'enchaîne très très vite. L'inscription au concours, les concours blancs, le concours, les oraux, ça s'enchaîne très très vite, ce qui fait que c'est très éprouvant pour le corps, pour le mental, parce qu'on est toujours en train de faire les cours, mais de préparer notre concours en même temps. Et donc c'est pour ça qu'il faut que vous mettiez à profit vos 2 mois de vacances pour vous reposer. Sachez qu'au concours, vous n'aurez pas de points bonus parce que vous avez travaillé plus que les autres pour les grandes vacances. Non, vous aurez peut-être des points bonus parce que vous êtes reposé et que vous avez les idées plus claires parce que justement vous avez profité de ces 2 mois de vacances pour mettre un temps d'arrêt et recommencer cette deuxième année sur de nouvelles bases en ayant coupé de la première année. L'objectif de ces vacances c'est vraiment de reposer votre corps et votre corps en dormant et votre esprit en coupant un minimum des cours pour arriver le plus reposé possible à la rentrée car la fatigue joue énormément sur le moral et étant donné que la deuxième année passe très très vite, il serait dommage que à cause de la fatigue que vous avez accumulée, vous ayez des moments de baisse de morale, des moments de down où vous ayez envie d'arrêter ou de, disons, ne pas vous investir autant que vous auriez pu. Maintenant que je vous ai dit qu'il était nécessaire pendant les grandes vacances de vous reposer, vous pouvez évidemment travailler pour préparer votre deuxième année et vous projeter. Se projeter dans la deuxième année c'est très important et c'est quelque chose que moi je n'avais pas fait et que je pense que je regrette puisque votre première année et votre deuxième année sont très différentes. Ne pensez pas qu'en entrant en deuxième année, vous aurez exactement les mêmes vécus, le même ressenti que la première année. C'est faux. Alors évidemment, il y a des choses qui ne vont pas changer. Normalement, vous avez déjà votre méthode, votre rythme, même si on va revenir sur ça un peu plus tard dans la vidéo, mais vous avez, disons, vos bases de croisière. Cependant, en deuxième année, il y a quelque chose de majeur qui change, c'est que vous n'avez pas une année à apprendre, mais une année à apprendre et une année à réviser. Puisque les concours sont en mai, et donc d'ici mai, vous devez apprendre le programme de deuxième année, mais aussi en même temps, en parallèle, réviser le programme de première année. Ce qui fait que ça fait, disons, 2 fois plus de matière académique à emmagasiner, à réapprendre, à revoir ou autre. Donc ça, c'est vraiment important de se projeter en deuxième année en sachant que d'un point de vue académique et intellectuel, ce sera beaucoup plus lourd que la première année, même si évidemment vous avez pris des automatismes qui vous aideront en deuxième année. De plus, le calendrier en deuxième année est différent de la première année puisqu'il y a plus de concours blancs et qu'il y a toutes les étapes du concours qui rythment votre année. On a des concours blancs, on en avait 2, un autour de octobre-novembre et un autour de février-mars. Et à cela s'ajoutent évidemment toutes les étapes du calendrier des concours, donc les inscriptions en décembre qui peuvent être assez stressantes parce qu'il faut choisir les écoles à ce moment-là auxquelles on va s'inscrire. Donc est-ce qu'on s'inscrit aux parisiennes, est-ce qu'on s'inscrit à ci, à ça, mais s'il y a un problème. En réalité c'est assez stressant et ça peut ajouter une dose de charge en plus. Et évidemment vous avez le moment où il faut payer les concours, vous avez les concours en eux-mêmes en mai, puis ensuite la pause, puis ensuite la préparation aux oraux, puis les oraux. Tout ça c'est
un calendrier qu'il faut prendre en compte puisque en fait à partir de décembre ça va très vite et l'objectif c'est de ne pas se laisser emporter par toutes les tâches qu'il faut faire pour le concours, toutes les tâches administratives, mais aussi tout ce que vous devez réviser. Et donc partir en deuxième année en sachant qu'à partir de décembre ça peut aller très vite et que donc il faut mettre à profit septembre à décembre d'un point de vue des révisions de première année pour ne pas arriver en janvier en ayant à réviser sa deuxième année et sa première année, et essayer en fait d'étaler grâce à ce calendrier pour justement avoir une vision beaucoup plus globale et éviter, arrivé décembre, de se dire mince, ça va trop vite, je ne sais plus comment faire. Évidemment, pour aborder au mieux votre deuxième année, il faut donc la projection qui vous permet de voir à quoi vous attendre, mais aussi vous pouvez regarder le passé, c'est-à-dire regarder votre première année et elle va vous en apprendre énormément sur vous et sur les points que vous voulez garder et les points que vous voulez améliorer ou changer. L'objectif en fait ce serait de faire une sorte de rétrospective, de diagnostic de votre première année et de voir ce qui est bon à garder, ce qui est bon à jeter et ce qui est bon à changer. Dans un premier temps, vous pourrez d'abord faire un point qui est hors académique, c'est-à-dire un point sur votre rythme, et donc voir ce qui était négatif, ce qui était positif, ce qui est à changer, ce qui est à enlever, à garder ou autre. Je m'explique, c'est-à-dire que pendant votre première année, vous avez eu un rythme de vie, un cadre de vie spécifique. Par exemple, vous mangiez à telle heure, vous travailliez de cette manière, vous leviez à telle heure, le week-end vous faisiez ci, vous faisiez des pauses à ce moment-là ou pas. En fait, c'est prendre à tête reposée du recul sur votre première année et voir ce qui a pu vous desservir et ce qui a pu justement vous servir. Par exemple, je vais vous illustrer tout ça avec mon exemple. Je me suis rendu compte que en première année, je ne prenais pas de réelle pause. C'est-à-dire que je travaillais beaucoup trop. Je ne prenais pas de vraies pauses, c'est-à-dire que je ne prenais même en réalité jamais de pause quand je travaillais. Et ce qui fait que mon temps de travail était parsemé de moments d'inattention, de moments de ras-le-bol et de moments dans le vague, dans le vide où ça ne me servait à rien. Et par exemple le week-end j'avais pas aussi de temps de pause, c'est-à-dire qu'on sortait de DS à midi, je mangeais jusqu'à 14h, en gros faire une mini pause, et de 14h à 23h je retravaillais. Ça c'est quelque chose qu'en deuxième année j'ai totalement arrêté parce que j'ai compris que ça ne me servait pas. Et que même si j'étais stressée de faire une pause parce que je me disais mince je ne travaille pas assez, j'ai préféré m'imposer des pauses régulières, que ce soit déjà dans mon temps de travail, mais aussi tous mes samedis soirs étaient réservés pour moi. Tous mes samedis soirs étaient sans travail, ce que je ne faisais pas l'année d'avant. Et donc ça, c'est un changement que j'ai mis en place en deuxième année qui m'a énormément servi puisque j'ai beaucoup mieux vécu ma deuxième année. C'est ce genre de changement que vous pourriez faire pour améliorer votre deuxième année par rapport à votre première année. Mais vous pouvez évidemment vous dire, bah tiens, j'ai aimé manger tous les jours à 18h, je continue de manger à 18h. J'ai aimé me lever à 6h pour avoir une heure où je peux lire le matin et ensuite une heure où je me prépare pour ensuite aller en cours, et bien vous gardez. Par contre si vous vous dites tiens je croyais que je me levais un peu trop tôt parce que j'ai du mal à dormir le soir, et bien vous changez. Voilà, en fait c'est faire un diagnostic de votre cadre de vie et voir ce qui vous a servi, ce qui vous a desservi pour, disons, faire un remixage, un remodelage de votre cadre de vie et faire en sorte qu'il colle au mieux à votre rythme de deuxième année. Ensuite, vous pouvez regarder sur votre première année votre diagnostic académique. L'objectif, c'est selon 3 critères qui me viennent en réalité de moi et d'un ami, enfin surtout d'un ami, 3 critères et de voir en fait les points sur lesquels vous devrez vous concentrer en deuxième année. L'objectif c'est de vous lancer en deuxième année en connaissance de cause, en sachant quel point il faut travailler, quel point vous pouvez mettre en arrière-plan mais toujours travailler, en fait faire une sorte de hiérarchisation des tâches, des matières et des éléments propres à chaque matière. Les critères que vous pouvez prendre pour faire votre diagnostic académique, ce serait vos notes dans chaque matière, le niveau de votre prépa, car toutes les prépas n'envoient pas le même nombre d'élèves dans chaque école, n'envoient pas toutes dans le top 5, dans le top 10, dans le top 3 ou autre, et donc le niveau de votre prépa va jouer. Même si évidemment votre niveau personnel, vous, a aussi énormément son rôle à jouer. Mais la prépa, c'est elle qui vous prépare et donc ça peut moduler et modifier vos résultats. Et en troisième critère, vous avez les barres d'admissibilité des écoles. Ces critères, ça vous permet de voir votre profil et de voir où vous pouvez intégrer pour le moment. Où vous pouvez vous positionner, sur quelle école vous pouvez vous dire tiens, là je pense que je peux l'avoir, tiens, là il faut encore que je travaille. Voilà, ça permet en fait de vraiment voir vos points faibles, vos points forts. Par exemple, il me semble que dans la banque Ecricom, Neoma a de très gros coefs sur les langues. Et donc si vous voulez intégrer à Neoma, vous regardez un peu vos notes dans cette matière, vous regardez
le niveau de votre prépa et vous dites tiens, là ça peut le faire, ou il faudrait que je travaille un peu plus ma LV1, ma LV2, vous voyez. En fait c'est faire un peu ce repérage académique et voir en fonction de votre première année les éléments qui peuvent vous freiner ou justement vous booster pour l'admission des écoles. Et donc avec ce profil vous pouvez voir donc où vous situez, quelles écoles vous pouvez possiblement intégrer, quelles écoles vous aimeriez intégrer mais sont peut-être un peu loin. Vous voyez en fait tout ce qui peut être modifiable et ce que vous pouvez appuyer pour certaines écoles ou autres. Et donc ensuite, maintenant que vous avez votre profil, vous pouvez classer vos matières selon les coefficients des matières, la fiabilité des matières et votre profil. Les coefficients des matières, parce que ça vous permet de voir un peu sur quel cheval parier plus que d'autres. Par exemple, vous allez plus parier sur ESH maths plutôt que sur français, parce que le français c'est un coef 2, 3, 4 grand max, alors que ESH maths c'est entre 7 et 9 régulièrement. Donc vous voyez que quitte à parier, autant parier sur les maths et l'ESH que sur le français. Ensuite aussi sur la fiabilité. Il y a des matières qui sont plus fiables que d'autres, c'est-à-dire qu'il y a des matières où les notes restent, à moins qu'il y ait un gros souci le jour de l'examen, les notes restent similaires à ce que vous avez eu tout au long de l'année. Par exemple, les mathématiques et les langues restent des matières où les notes sont plus fiables que par exemple des matières plutôt littéraires comme l'ESH ou la philosophie. Parce que notamment en maths, ça réside vraiment sur des résultats précis et sur des mécanismes que vous avez vus et revus par le biais d'exercices ou autres. Contrairement à de l'ESH ou de la philosophie où ce sont des vraies dissertations et où il suffit que le sujet ne colle pas à vos connaissances, que vous ayez du mal à ce moment-là à faire une dissertation. Même si vous avez la forme, le contenu peut défaillir. Alors qu'en maths ou en langue, les résultats sont beaucoup plus fiables. Si vous avez eu au-dessus de 16 toute l'année, en mathématiques par exemple, il est probable, même très fortement probable, que le jour du concours vous ayez plus de 16, à moins que vous ayez vraiment un gros souci le jour du concours, que vous soyez pris de panique, que vous soyez malade, que vous n'ayez pas dormi les 4 jours avant parce que vous étiez tellement stressé, enfin voilà. Mais en général, ces notes restent similaires. Et donc évidemment votre profil, puisque vous allez pouvoir appuyer selon les coefficients et la fiabilité sur les points forts. Par exemple, moi j'avais de très bons résultats en mathématiques, et nos mathématiques étaient quand même coef 7 ou 8, et donc je savais que je pouvais vraiment beaucoup investir là-dessus, puisque ça allait être rentable. Néanmoins, étant donné que j'avais beaucoup de facilité, ça ne devait pas être ma priorité numéro 1, mais plutôt l'ESH, puisque j'avais beaucoup plus de difficultés et que ça reste un très très gros coefficient. Et donc j'avais en fait, moi, classé mes 6 matières en prenant en compte toutes ces choses, les coefficients, mon profil et la fiabilité, ce qui fait que j'avais en premier ESH, ensuite en deuxième position mathématiques, ensuite philosophie, ensuite allemand puisque j'étais allemand LV1, anglais puisque j'étais anglais LV2 et français. Et donc ça me permettait en fait d'avoir une sorte de vision globale, d'avoir une sorte de carnet de route sur quelle matière était très importante et pour ne pas diverger et aller à la facilité, ne faire que des maths alors que j'avais l'ESH en première position, ne faire que de l'allemand alors que j'avais de la philosophie qui me rapporte plus de points d'un point de vue coefficient et pour lequel j'avais plus de mal que l'allemand. Bon, c'est bien beau tout ça, je vous ai dit de vous reposer pendant les grandes vacances, de vous projeter en deuxième année, de faire une rétrospective de votre première année pour voir ce que vous deviez changer, ce que vous deviez garder, ce que vous deviez jeter. Et maintenant, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Une fois que vous avez fait tout ça, vous avez, je pense, le bon bagage pour pouvoir préparer au mieux votre rentrée. Puisque vous savez ce que vous devez changer, ce que vous devez garder, ce que vous devez jeter, et les matières sur lesquelles vous devez vous concentrer, les points sur lesquels vous devez vous concentrer d'un point de vue académique. Maintenant, ce que vous pouvez faire pendant vos grandes vacances pour préparer votre deuxième année, c'est de travailler d'un point de vue académique, évidemment, tout en vous reposant. Et donc, pour ce faire, ce que je vous propose, c'est dans un premier temps de lister tout ce que vous voulez faire pendant vos grandes vacances d'un point de vue académique. Alors évidemment, si vous voulez, vous pouvez aussi lister ce que vous voulez faire d'un point de vue personnel, mais c'est pas du tout le thème de la vidéo. Mais évidemment, prenez le temps pour vous poser, voir vos amis, voir votre famille, pour aller nager, aller courir, faire du sport, lire et autres. Mais c'est pas vraiment le thème de la vidéo, ça vous pouvez le faire tout seul. Moi là, ce que je vous propose, c'est un plan pour travailler d'un point de vue académique pour votre deuxième année tout en étant efficace et ne pas vous disperser, donc pouvoir vous reposer à côté. Donc ce que je vous propose, c'est de lister toutes les tâches académiques que vous voulez faire
pendant vos grandes vacances. Et de lister vraiment en approfondi. C'est-à-dire que ne pas seulement dire, par exemple, mathématiques, faire des exercices. Ça ne veut rien dire. Mettre ESH, réviser la première année, ça ne veut rien dire. 1, ça ne va pas vous pousser. 2, vous n'allez pas vous rendre compte de l'ampleur du travail. Et 3, en fait, une fois que vous allez vouloir travailler, vous n'allez pas trop savoir où donner de la tête. Du coup, ce que je vous conseille, c'est de vraiment lister tous les chapitres en ESH. Par exemple, moi ce que je faisais, c'est que je marquais ESH, réviser chapitre, par exemple, chapitre 3, module 2. Et là, normalement, nous, c'était le chapitre sur le développement. Et donc, je savais que j'allais devoir réviser ça. Et en fait, ça me permettait de voir tous les chapitres à réviser et donc de pouvoir savoir en fait la quantité à travailler. En mathématiques, j'avais marqué par exemple faire des exercices sur les intégrales. Je suis pas allée lister tous les exercices sur les intégrales que j'avais dans les manuels parce que ça fait beaucoup et c'est un peu du temps perdu quand même. Mais je marquais vraiment par type de chapitre ou par exemple analyse, probabilité, algèbre pour justement que ce soit plus précis et ne pas avoir l'impression que ce soit très obscur derrière ce que j'ai marqué. Par exemple, faire des exercices en mathématiques, ça fait un peu tout et rien dire. Donc en fait vraiment lister par exemple en anglais, apprendre du vocabulaire ou apprendre ces listes de vocabulaire là, celle-là, celle-là, celle-là. En allemand pareil. Ou faire de la grammaire, réviser ce chapitre de grammaire, celui-ci, celui-là. Faire tout comme ça. Parce que ça va vous permettre d'avoir vraiment une vraie vision globale, de voir l'ampleur du travail et de pouvoir plus facilement piocher dans cette grosse to-do list des grandes vacances pour faire vos to-do list. Car oui, je vais vous conseiller de faire beaucoup de to-do list. Moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire et je trouve que ça permet d'avoir vraiment disons, une feuille de route pour savoir exactement quoi faire et ne pas être perdu. C'est toujours plus simple, je trouve, de travailler en ayant déjà un chemin tracé, en n'ayant pas besoin de réfléchir à quel exercice je fais en mathématiques quand ils sont déjà écrits. C'est plus simple. Et donc, une fois que vous avez fait votre grande to-do list des grandes vacances, je vous conseille en fait de faire pour chaque semaine une petite to-do list pour refaire en fait, savoir un peu sur quoi vous concentrez pendant cette semaine et justement pouvoir répartir entre chaque semaine tout ce qu'il y a à faire pendant ces grandes vacances. Moi ce que j'avais fait, c'est que j'avais mis en global un peu une sorte de... J'avais fait un fichier Word en mettant cette semaine-là, il faut que je révise ce chapitre-là, il faudrait que je fasse ci, il faudrait que je fasse ça, sans forcément que ce soit millimétré et très 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 détaillé, mais pour que je me rende compte qu'il y a beaucoup à faire et que je répartisse sur l'ensemble de mes vacances et en bien me disant cette semaine-là c'est une semaine vacances, je ne fais rien et donc je ne mettais rien dessus, mais de manière à ce que je n'arrive pas à 2 semaines des vacances en me disant punaise, il me reste la moitié de ma to-do list à faire, comment je fais? Là, au moins, ça me permettait de vraiment bien répartir et de ne pas me surmener à la fin ou au début. Ce qui fait donc que chaque semaine je faisais une to-do list de tout ce que j'allais devoir faire pendant mes vacances, pendant cette semaine, en termes académiques. Et ensuite j'en faisais une par jour. En fait c'était de manière à guider au maximum mon travail. Alors certains vont vouloir faire encore plus de to-do list, d'autres pas du tout. Libre à vous, là moi je vous donne une sorte de trame à suivre pour pouvoir travailler pendant ces grandes vacances. C'est quelque chose que moi j'avais mis en place et qui m'a beaucoup aidé et qu'en fait j'ai mis en place à chaque vacances. Mais évidemment, libre à vous de l'adapter, de plus la détailler, moins la détailler, d'en faire d'autres, d'en faire plus, de faire autre chose. Enfin, voilà, vous faites évidemment ce que vous voulez. Là, c'est juste un guide, une sorte de guide clé en main pour vous aider à travailler pendant ces grandes vacances. L'objectif avec ces to-do list, c'est vraiment d'avoir un plan d'attaque pour préparer votre deuxième année en prépa. Et donc de pouvoir en fait faire en sorte que vos vacances mêlent à la fois temps libre et à la fois travail. Alors évidemment, certains ne voudront pas travailler pendant ces grandes vacances, certains voudront ne faire que travailler, je vous le déconseille quand même, mais libre à vous de faire beaucoup de vacances, repos, peu de vacances, repos. L'objectif évidemment c'est quand même d'arriver reposé et que vous ayez à la fin de vos vacances fait tout ce que vous vouliez faire pour évidemment commencer votre année sereinement. Il est normal de vouloir préparer votre rentrée en deuxième année parce que c'est assez stressant. On se dit que notre objectif final arrive, que c'est la dernière ligne droite. Elle est quand même très longue cette ligne droite, mais que c'est la dernière ligne droite et donc c'est totalement normal. Mais ne négligez pas votre santé. Ces grandes vacances sont une aubaine pour vous reposer, pour réduire la fatigue accumulée pendant cette première année, car la première année est difficile mais la deuxième aussi l'est. Différemment mais elle l'est aussi, elle passe très rapidement. Et donc reposez-vous tant que vous le pouvez. Je vous conseille vraiment de couper pendant vos vacances, même si ça peut être dur, parce que vous reprendrez d'autant mieux si vous êtes reposé
que si vous n'avez fait que travailler pendant vos vacances. Je vais vous donner un dernier petit conseil que j'ai appliqué et que je trouve était une très bonne idée, mais je pense qu'en réalité beaucoup le font, mais ça fait toujours plaisir, ça fait toujours du bien de le rappeler. C'est que les 2-3 jours avant votre rentrée, prenez-les pour ne rien faire. Pour ne rien faire d'académique. Faites que des choses qui vous font kiffer. Allez voir du monde, préparez votre petit appart, dormez, mangez un truc qui vous fait plaisir. Faites en sorte de finir vos vacances sur les chapeaux de roue et de vous dire punaise, ces vacances-là, j'ai kiffé, j'ai travaillé mais je me suis super reposée et là, je suis serein pour aborder cette deuxième année, je suis prêt ou prête et tout va bien se passer. Je vais finir cette vidéo ici. J'espère qu'elle vous a été utile, que vous avez récupéré quelques clés et méthodes pour préparer votre deuxième année, qu'elle vous permettra de l'aborder plus sereinement et que vous vous reposerez évidemment pendant ces grandes vacances. Je vous laisse, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo